Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Les sorcières n'existent pas. Nous sommes ravis de vous rencontrer aujourd'hui et nous vous remercions d'être avec nous. Je m'appelle Lali et je suis aujourd'hui accompagnée de Nadia. Bonjour. Alors, si vous avez déjà écouté notre podcast, vous avez déjà entendu la voix de Nadia qui vient pour les épisodes consacrés au film. Ensemble, nous débriefons et nous indignons parfois, mais ça, vous les découvrirez très probablement tout à l'heure. Alors, je vous fais écouter notre générique. Ce podcast est aussi en quelque sorte mon laboratoire de thèse. Alors, en bonne chercheuse, en tout cas j'essaye d'être une bonne chercheuse, je vais commencer par une expérience de laquelle vous serez, si vous êtes consentant et consentante, ce que j'espère, mes cobayes. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de fermer les yeux. Je vous demande à présent d'imaginer une sorcière. Son aspect, son visage, sa tenue, sa voix. Vous pouvez rouvrir les yeux, s'il vous plaît. Nous allons procéder aux résultats en 2 temps, avec tout d'abord un bingo, pour vous réveiller un petit peu avant de procéder à la suite de l'émission. Pour ce bingo, nous avons choisi avec Nadia 6 critères que je vais vous citer d'ici quelques instants. Et si c'est un critère qui est apparu dans vos représentations de sorcières, je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir. Donc tout d'abord, est-ce que la sorcière que vous avez imaginée est vieille ? Est-ce que la sorcière que vous avez imaginée est laide ? Je sens qu'on a un public sympa avec les sorcières aujourd'hui, ça fait plaisir. Est-ce que la sorcière que vous avez imaginée porte un chapeau noir ? Ah, quand même. Est-ce que la sorcière vole sur un balai ? Est-ce que la sorcière que vous avez imaginée est cruelle ? Dernière question. Est-ce que votre sorcière n'a rien à voir avec tout ça ? Est-ce que c'est plutôt une femme jeune qui vit avec ses sœurs dans un manoir à San Francisco ? Et si vous avez la référence, bravo à vous. Dans un deuxième temps, si vous êtes d'accord, j'aimerais que 2 personnes nous partagent leur portrait de sorcière. On a un micro dans la salle, sinon vous pouvez vous approcher pour nous le dire au micro. Est-ce qu'on aurait 2 volontaires pour nous partager leur portrait ? Merci. Moi j'ai pensé à la méchante sorcière dans Blanche-Neige en fait, très laide, très méchante, etc. Voilà, c'était vraiment elle en fait. Merci beaucoup. Un deuxième portrait peut-être ? On a le temps d'en prendre 2 si vous êtes 2 à vouloir partager. Moi, j'ai pensé à Tiffen Patrak des Annales du Disque Monde, enfin des Romans du Disque Monde, qui est une jeune sorcière et qui n'a un chapeau noir qu'à la toute fin. Et Terry Pratchett est mon auteur préféré. Ah bah, bienvenue. Merci. Alors moi j'aime bien dessiner des sorcières, et j'aime les dessiner jeunes, habillées en lien avec la couleur de la saison, et en train de faire naître les saisons. Donc rien à voir. Merci beaucoup pour vos partages. Donc nous vous révélons à présent le film dont nous allons parler aujourd'hui. Nadia ? Vous m'entendez bien ? Ok, très bien. Donc, on va parler du film Sacrée sorcière, inspiré du roman de Roald Dahl. Le film a été réalisé par Robert Zemeckis et est sorti en 2020. On va passer la bande-annonce tout de suite. Information importante sur les sorcières. Elles existent. Les sorcières ne sont pas de vraies femmes. Ce sont des démons qui ont une apparence humaine. Dans chaque grande ville, dans chaque petit village, elles vivent parmi nous. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que les sorcières détestent les enfants. Mesdames, j'ai un plan.
Une goutte suffira à transformer un enfant en souris. Et ensuite, on exterminera ces scélérats. Ces rats. On exterminera les rats. On s'est fait ensouricer, ensorceler. Oh bon, ça va. Grand-mère, par ici. C'est toi, mon garçon? Oh non! Dépêchez-vous, on doit les arrêter. On ne vous laissera pas mettre en œuvre votre projet démoniaque. Et qui va m'en empêcher? Miam. Peu importe qui tu es ou à quoi tu ressembles, tant que quelqu'un t'aime. Vous ne seriez pas en train de vous promener avec une souris sur vous, à tout hasard? Une souris? Pourquoi diable je me promènerais avec une souris? Voilà pour la bande-annonce. Avant d'analyser le film en profondeur, on aimerait vous poser quelques questions. D'abord par applaudissement, qui a déjà vu ce film? Ok. Par applaudissement, qui a aimé ce film? C'est une mauvaise nouvelle. Parce que non, on l'a détesté. Et donc, par applaudissement, qui a détesté ce film? Ok. Merci. Donc nous, on a choisi 3 mots-clés pour donner notre avis sur le film. Est-ce que tu veux bien commencer? Oui, alors j'ai indiqué comme mots-clés violent, chasse aux sorcières et flippant. Ok, très bien. Moi, j'ai choisi angoisse, lanceur d'alerte, complotisme. Alors, le petit résumé. Donc, c'est un film qui est raconté du point de vue de Gatsby. C'est un jeune garçon de 8 ans qui est orphelin et qui est recueilli par sa grand-mère. Donc, une fois que leur routine est installée, leur vie bascule parce que Gatsby rencontre une sorcière. Celle-ci lui explique, donc sa grand-mère va lui expliquer qu'une fois qu'une sorcière entre dans notre vie, elle n'en sort plus. Excusez-moi, je suis un peu stressée. Donc, pour fuir ces sorcières, les 2 personnages se décident de partir vivre à l'hôtel. Et puis, ils se retrouvent, comme par hasard, en pleine convention de sorcières. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu veux nous parler du livre? Oui, alors qui a déjà lu le livre? Donc moins que 2 personnes qui ont visionné le film. Donc tout d'abord, comme on vient de le rappeler, le livre a été écrit par Roald Dahl, qui est un auteur, j'ai envie de dire un auteur monument britannique. Il est célèbre pour son humour dit décalé, mais aussi pour la cruauté qu'il va mettre en scène dans nombre de ses romans. Et je pense qu'en plus de Sacrée sorcière, vous connaissez toutes et tous au moins Charlie et la chocolaterie et Mathilda, qui ont également été adaptés en film. Donc le roman The Witches, qui est traduit en français par Sacrée sorcière, a été publié pour la première fois en 1983. Il est illustré par Quentin Blake, et si vous ne connaissez pas les illustrations, je vous invite vraiment à aller les regarder. Les sorcières sont vraiment très bien représentées. En 2020, c'est Pénélope Bagieux, autrice également des Culottés, qui propose une réadaptation en bande dessinée, et elle modernise sous plusieurs aspects Sacrée sorcière. Dans plusieurs entretiens, on lui a posé la question justement de savoir comment elle réussissait à conjuguer son militantisme féministe et le fait que Roald Dahl est quand même un auteur qui a été accusé de misogynie, particulièrement dans le cadre de Sacrée sorcière. En effet, l'auteur s'est attiré les foudres des féministes dans un contexte où le féminisme de la deuxième vague était déjà bien installé au moment de la publication, pour plusieurs raisons. Donc je ne vous citerai pas tout, mais le roman s'ouvre avec l'idée que toutes les sorcières sont des femmes, ce que certaines féministes ont considéré être essentialisant, et il est précisé également que les hommes ne peuvent être ni sorciers ni sorcières, ce qui n'est pas le cas dans toutes les œuvres jeunesse. D'ailleurs, pour le fun fact, le livre a même été interdit dans plusieurs bibliothèques, ce que je trouve assez inédit en termes d'arguments, de bannir un livre pour misogynie. Généralement, on est plutôt dans d'autres justifications. Et d'autre part, le livre a été l'un des plus contestés aux États-Unis entre 1990 et 1999. Les critères ont un peu changé aujourd'hui, mais passons. Pour laisser tout de même la parole aux défenseurs du livre, c'est important. Je vous cite également 2 arguments. Donc, tout d'abord, on a pu opposer aux accusations de misogynie l'idée que le portrait s'inspire de portraits qui existaient déjà, notamment celui du, c'est mon point Godwin, Malleus Maleficarum,
qui, en quelques mots, est un texte qui a été écrit en 1986 par deux hommes qui se sont autoproclamés spécialistes de la question des sorcières et ont écrit un livre pour dire comment reconnaître une sorcière. On y reviendra tout à l'heure. D'autre part, certaines chercheuses ont avancé que le véritable ennemi dans Sacrée sorcière, ce ne sont pas les sorcières, mais bien les adultes. Puisqu'en effet, l'un des points récurrents dans l'œuvre de Roald Dahl, c'est l'opposition entre les enfants et les adultes. Et notamment des adultes qui, bien souvent, sortent de la norme. Je vous renvoie, vous l'imaginez, j'imagine, à la méchante dans Mathilda, qui est une femme qui est très grande et qui correspond assez peu aux critères de féminité tels que définis par la société. Du côté des sorcières, je trouve que chez Roald Dahl, la question est un peu plus complexe. Les sorcières sont assez ambivalentes et il y a une chercheuse qui s'appelle Florence Cassioli, je mettrai le lien en description, dans la description de l'épisode, qui a écrit sa thèse sur Roald Dahl et qui avance que la spécificité des sorcières, c'est que le narrateur dit qu'elles ne ressemblent pas aux sorcières des contes. Il définit les sorcières des contes en disant qu'elles portent de, je le cite, ridicules chapeaux noirs, des capes noires et volent sur des balais. Et malgré l'idée qu'ils s'éloignent des critères de la sorcière tels qu'on les connaît, elles restent des personnages qui sont violents avec les enfants. Ce qui est frappant, c'est aussi que les sorcières dans le roman de Roald Dahl sont des femmes, on y reviendra tout à l'heure aussi, de la vie de tous les jours. Elles se déguisent, comme la sorcière de Blanche-Neige notamment, pour cacher leur méchanceté et leur monstruosité. Et d'autre part, vous l'avez entendu dans la bande-annonce, la grandissime sorcière a un accent qui, dans le livre, est un accent allemand. Je ne sais plus si c'est précisé dans le film. Je crois que c'est juste un accent étranger dans le film quand les personnages en parlent. En 2022, la maison d'édition décide de modifier le texte initial de Roald Dahl, ce qui a donné lieu à une certaine polémique. Pour ne vous citer que deux éléments, étant donné que les sorcières portent des perruques pour cacher, vous l'avez revu dans la bande-annonce, le fait qu'elles n'ont pas de cheveux, les éditeurs ont précisé que certaines femmes portent des perruques pour d'autres raisons, et je cite, « Il n'y a pas de mal à ça », précise la nouvelle édition. Et elles gagnent également le droit d'être des scientifiques de haut niveau, là où dans la première version, c'était des caissières, des femmes de ménage, etc. Je vous passe l'énumération. Pour terminer, cette longue tirade, excusez-moi, la réception est également ambivalente du fait de la figure de la grand-mère que vous avez revue également dans la bande-annonce, puisque la grand-mère est un personnage féminin qui a beaucoup d'agentivité et elle est une chasseuse de sorcières. Je vous laisse imaginer ce que je pense des personnages de chasseurs-chasseuses de sorcières dans la fiction et dans la vraie vie. Mais en tout cas, ce personnage peut être lu également comme un personnage pro-féministe. Dans le livre, elle fume le cigare et elle refuse les conventions féminines. D'autre part, la chef des sorcières ne serait autre qu'une caricature de Margaret Thatcher, ce qui permet d'éloigner ici la critique misogyne et de s'attacher uniquement à une critique politique. Passé ces polémiques sur le livre, nous t'écoutons pour les polémiques sur le film. Oui, alors le film a suscité plusieurs polémiques. On va pas tous les aborder parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Donc, celle qui me paraît la plus importante, c'est la polémique qui est liée au traitement du handicap. Alors moi, je connaissais pas cette maladie, mais dans le film, les sorcières sont représentées avec des mains difformes, donc elles ont 2 doigts et 1 pouce, et c'est une maladie qui s'appelle l'ectrodactylie. Ce sont des personnes qui naissent réellement avec ces malformations et c'est pas très bien passé autour du public en situation de handicap. Donc, on a eu de nombreuses personnes qui sont concernées et qui ont pris la parole, notamment une dame qui s'appelle Amy Maren, donc c'est une sportive paralympique, et qui a interrogé Warner Bros sur les différentes conséquences qu'il pouvait y avoir de montrer ce genre d'images sur des handicaps, tout simplement, car ça renforce aussi les préjugés sur la maladie et le handicap. Ça a donné lieu à un mouvement Not a Witch, donc c'est un hashtag qui est devenu viral sur les réseaux sociaux pour contester cette vision du handicap. Peu de temps après, Warner Bros a présenté des excuses. Ils se sont dit profondément attristés et ils ont plus ou moins utilisé l'excuse des griffes dans le livre, parce qu'en fait, dans le livre, les sorcières sont présentées avec des griffes. Donc, lui, il a voulu moderniser cette représentation en leur donnant des mains difformes.
Anne Hathaway, qui joue le personnage principal de la grandissime sorcière, a également présenté des excuses, s'adressant particulièrement aux enfants souffrant de cette maladie et promettant de faire mieux pour la prochaine fois. Merci. Passé cette longue introduction, nous allons en venir au film. Et alors, déjà, pour les personnes qui n'ont pas vu le film, nous allons le résumer jusqu'à un certain point et nous ne raconterons pas la fin du film pour que vous puissiez le découvrir si cela vous intéresse. Et dans tout ce que nous allons résumer, nous avons sélectionné certaines scènes, puisque sinon nous aurions parlé pendant, je pense, 3 ou 4 heures. Donc pour vous épargner un kidnapping, nous avons quelques scènes, et notamment la scène d'ouverture. C'est moi qui en parle ? Non, c'est moi. Pardon. Donc, le film s'ouvre sur un exposé en voix off et on comprend assez rapidement que c'est notre narrateur, Gatsby, qui s'adresse à une salle de classe. Oui, d'ailleurs, on voit bien des enfants qui sont face à l'écran et qui écoutent ce discours très, très inquiétant du narrateur. On ne voit pas Gatsby, donc par contre, on voit l'écran sur lequel il projette un certain nombre de diapositives. Et ce qu'il cherche à faire, c'est expliquer donc les critères pour reconnaître les sorcières. C'est très méta, comme tu l'as dit. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'on a un dispositif qui est très immersif. On apprend en même temps que les enfants dans la salle ce que sont les sorcières. Et étant donné que le livre est organisé avec une série de notes sur les sorcières, au fur et à mesure de la collecte du narrateur, on retrouve le dispositif aussi à l'écran. Oui, effectivement. Donc, le narrateur insiste sur l'omniprésence des sorcières qui représente un danger national et il met en garde les enfants de ce danger et voilà, c'est le discours de attention, il y a des méchants. Donc voilà, moi j'ai trouvé que pour un film pour enfants c'est assez efficace, mais voilà, je trouve que ça peut bien marcher avec des enfants. D'ailleurs, à un moment, il fait une comparaison. Il en fait plusieurs, mais il dit. Alors, je sais plus ce qu'il dit sur les glaces. Il dit que les enfants sont pour les sorcières, ce que les glaces sont pour les enfants. Exactement. Donc, je pense que ça peut très bien marcher avec un public jeune. Et tu m'as dit que tu avais regardé le début du film avec des élèves de 6e. Sais-tu ce qu'ils et elles en ont pensé ? Alors, on a regardé simplement le début du film et ils ont tout de suite été marqués par l'inquiétude qui ressort du discours. Il y a eu des réactions assez marrantes quand Gatsby commence à énumérer les différents types de sorcières en disant elles peuvent être secrétaires, elles peuvent être chefs d'entreprise, scientifiques. Et j'ai un élève qui m'a dit mais ma mère est secrétaire. Donc c'était assez marrant. Donc, et toi, t'en as pensé quoi ? Moi, j'ai trouvé que c'était assez efficace aussi et j'ai apprécié que ce soit fidèle au roman pour le coup, parce qu'on le retrouve vraiment, donc ça fait des petits clins d'œil aussi entre les deux œuvres et je trouvais que c'était assez bien fait. On va parler de la deuxième scène. Donc, en effet, à partir de la 2e minute du film, on apprend que Gatsby a perdu ses parents dans un tragique accident de voiture. Alors, c'est traité d'une façon assez clinique parce qu'on n'a pas accès à l'intégralité de la scène. On voit tout simplement le garçon dans la voiture et on voit que la voiture tourne aux deux sens et petit à petit, en fait, on voit que la voiture est à l'envers et que il vient de vivre l'accident. Il explique que ses parents ne portaient pas de ceinture de sécurité, mais que lui, oui. Et c'est pour cette raison-là que lui a survécu. On l'entend appeler ses parents et c'est vrai que c'est une scène qui est pas facile à voir, je pense. C'est vrai que pour le coup, on a vraiment la transition on a une absence de transition plutôt entre les deux scènes où on passe de l'exposé à la scène de l'accident de voiture et c'est assez frappant. Enfin, moi, vraiment, ça m'a fait quelque chose. J'ai ressenti beaucoup d'empathie pour le personnage à ce moment-là et on passe immédiatement au moment où Gatsby a été emmené au commissariat de police par les policières qui sont arrivés sur les lieux de l'accident et on a vraiment dans la façon de filmer une représentation de la solitude de l'enfant qui est vraiment bien faite. On n'a aucun adulte à côté de lui et c'est vrai que pour le coup, ça brise le cœur en tant que spectateur-spectatrice. Oui, donc il est très rapidement recueilli par sa grand-mère qui vient le chercher au poste de police. Au départ, on la voit de dos et elle apparaît comme un personnage inquiétant parce que c'est un personnage qu'on ne connaît pas encore. Au vu de la réaction de l'enfant, il n'a pas l'air ravi de la voir, donc on peut imaginer qu'il n'entretient pas non plus
une relation très proche avec sa mamie. Donc elle le recueille, ils apprennent à vivre ensemble. Au départ, c'est pas évident. Elle lui fait des plats qu'il ne connaît pas, mais il est réticent. Elle met de la musique, elle essaie de le faire danser, de lui changer les idées, mais ça ne fonctionne pas. Et on assiste à une adaptation d'un garçon qui apprend à vivre sans ses parents. Donc j'ai trouvé que cette scène était très très belle aussi. Ce qui a été un petit peu compliqué, c'était le discours de la grand-mère qui a plusieurs fois évoqué Dieu et la volonté de Dieu pour expliquer au garçon la situation, alors que je trouve qu'il aurait été mieux de lui laisser plus de temps pour faire son deuil et à être malheureux. Mais j'ai l'impression qu'il fallait passer à autre chose très rapidement parce que c'était la volonté de Dieu. C'est vrai que la représentation du deuil est assez ambivalente dans le film, puisque d'un côté, on a cette idée vraiment de mettre en place le soin envers l'enfant. Je m'arrête un instant sur la scène de la danse de la grand-mère, même si ça n'a rien à voir avec les sorcières, c'est ma scène préférée dans le film, pour le coup. La grand-mère sort du salon, elle met la musique, elle revient en dansant devant son petit-fils pour essayer de l'entraîner vers quelque chose de plus joyeux. Et je trouve que ce qui est très bien fait dans le film, c'est la façon dont on va montrer la tristesse, mais aussi le passage vers quelque chose qui sera plus doux, voire quelque chose d'un peu joyeux, puisque Gatsby finit par danser avec sa grand-mère. Et là-dessus, je trouve que c'était assez bien représenté. Et après, effectivement, à un moment où il essaye de demander des informations sur sa mère, je crois, elle lui dit que c'est Dieu qui a rappelé sa mère. Donc d'un côté, on peut comprendre la consolation, et de l'autre, on voit que ça ne fonctionne pas sur l'enfant à ce moment-là, donc ça rend la chose un peu plus ambivalente. Je pense qu'on peut passer à la scène suivante. Donc, la première rencontre avec la sorcière. Je te laisse commencer. Alors, assez rapidement dans le film, puisqu'il s'agit tout de même d'un film sur les sorcières, Gatsby va rencontrer sa première sorcière. Donc, pour le contexte, il accompagne sa grand-mère dans une épicerie pour faire des courses. Sa grand-mère, entre-temps, lui a offert une souris qu'il a appelée Daisy, et il cherche donc des clous pour jouer avec sa souris. Alors, ne me demandez pas pourquoi des clous pour jouer avec sa souris, je dois reconnaître que je n'ai pas compris, mais bon, si quelqu'un a la réponse, on pourra en discuter à la fin. Il arpente seul les rayons du magasin quand il croise une sorcière pour la première fois. Qu'as-tu pensé de cette première sorcière ? On a le topos habituel d'une adulte ou d'un adulte qui propose des bonbons à un enfant d'une façon assez flippante. Elle a un serpent qui lui pend au bras et qui s'approche dangereusement de l'enfant. Et donc elle lui dit non mais laisse-le t'approcher, il ne mord pas. Et Gatsby refuse de laisser le serpent s'approcher de lui. Il se met à hurler et part à la recherche de sa grand-mère. Donc il comprend assez rapidement que c'est une personne qui est dangereuse et que c'est une personne à qui on ne doit pas faire confiance. Je ne sais pas dans quelle mesure il comprend par contre que c'est une sorcière. Je pense qu'il comprenne ou pas que c'est une sorcière, le coup du serpent, dans tous les cas, je serais partie en courant aussi assez rapidement. Moi, le serpent, il m'a fait penser à plusieurs autres figures de femmes un peu dangereuses. Dans un premier temps, j'ai pensé à la figure de Ève qui va aller tenter avec le serpent l'enfant. Donc là, on aurait le bonbon qui remplacerait la pomme. Et en même temps, étant donné que, donc, on l'a dit, les sorcières portent des perruques dans la plupart des représentations dans le livre et dans le film. Ici, son crâne est complètement caché et le fait de voir le serpent qui surgit au niveau de l'épaule, ça m'a fait penser aussi à Médusa, sachant que pendant un instant, Gatsby est quand même paralysé avant de s'enfuir. Et là, pour le coup, je ne sais pas du tout si c'était voulu, mais ça m'a fait penser aussi au serpent dans le livre de la jungle avec la tentative d'hypnotiser. Donc j'ai trouvé que c'était une scène qui était très riche et qui permet ensuite de déclencher la première leçon de la grand-mère, qui va apprendre à Gatsby ce qu'est une sorcière. Donc, de retour à la maison, Gatsby explique à sa grand-mère qu'il a rencontré quelqu'un qui était très très effrayant. Et la grand-mère devine assez rapidement qu'il s'agit d'une sorcière. D'ailleurs, elle dit à plusieurs reprises, ce n'est pas une femme. Cette femme n'est pas une femme, c'est une sorcière. Donc, il y a carrément un refus de la féminité, même de l'humanité, parce que on considère que les sorcières ne sont pas des femmes. Et je trouve qu'on les animalise totalement. Toi qui es spécialiste des sorcières, qu'est-ce que tu as pensé de cette description ? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, la remarque de la grand-mère qui dit que la sorcière n'est pas une femme, mais qu'elle est une sorcière, parce qu'en réalité, c'est très cliché.
ça fait des siècles, si ce n'est depuis la nuit des temps, qu'on dit que les sorcières ne sont pas des femmes. Et pour le dire très rapidement, en fait, on a deux représentations qui coexistent de sorcières, ce qui a montré aussi un peu le quiz qu'on a fait au début. Donc, soit la sorcière, c'est une femme qui est vieille, sachant qu'au XVe siècle, vieille, c'est à partir de 35 ans. Désolée si vous vous identifiez à cet âge dans la salle. Donc, la femme étant vieille, ne pouvant plus avoir d'enfants, elle sort complètement de la féminité, et c'est ce qui donne lieu, encore une fois, des sorcières type Blanche-Neige. Ce sera ma référence pendant une partie de l'épisode. Mais d'autre part, il faut pouvoir expliquer aussi pourquoi les sorcières vont tenter d'autres femmes pour les rejoindre dans leur sabbat, mais aussi tenter des hommes. Et donc, on en arrive à une représentation de la femme, un peu, pour le dire très vite, sensuelle, séduisante, qui va attirer comme ça ses proies, que ce soit des enfants, parce que les sorcières sont aussi cannibales dans ces représentations, ou des hommes, qui seront pervertis, évidemment, par les femmes. C'est toujours la même histoire, finalement. Donc voilà pour cette scène. On va passer maintenant au 4e épisode, donc le souvenir de la grand-mère. Pour mettre en garde son petit-fils sur les sorcières, elle va lui raconter une histoire très effrayante, en quelque sorte un conte dans le conte. Lorsqu'elle était enfant, la grand-mère avait une très bonne amie, Alice Bleu. Même si elle l'aimait bien, la grand-mère ne peut pas s'empêcher de constater qu'elles étaient très différentes l'une de l'autre. Par exemple, Alice avait pour l'habitude de traîner les pieds. Oui, la grand-mère a des valeurs très carrées quand même dans le film. Elle critique assez souvent d'autres personnages et beaucoup les enfants. Mais... Au niveau de la sororité, c'est pas top. En plus d'être une flemmarde, elle accepte des bonbons d'une inconnue, cette amie Alice. Le lendemain, lorsqu'Alice se regarde dans le miroir, elle voit son visage s'allonger. Quand elle essaye de pousser un cri, elle caquette. Alice s'est transformée en poule. Quand la grand-mère vient chercher Alice, elle est témoin de la fin de la métamorphose de cette jeune belle fille qui devient une poule. Les parents d'Alice refusent de croire la jeune fille et elle perd son amie à jamais. Alors, je relève juste l'excellent jeu de mots, je trouve, quand même. Alice a été poulifiée, que j'apprécie beaucoup. Et donc, ce conte dans le conte, comme tu disais, est l'occasion aussi d'une petite préparation paiement, puisque on voit dans la fumée que c'est Anataway qui a donné un bonbon à Alice. Et je dois reconnaître que si Anataway m'avait proposé un bonbon, je serais peut-être moi aussi une poule aujourd'hui. À la fin de son histoire, qui fait écho au discours du narrateur au début du film, elle lui dit de nouveau que les sorcières sont très très dangereuses et qu'il est important de s'enfuir. Donc, elle lui propose de quitter l'hôtel, de quitter leur maison et de se rendre à un hôtel. Donc, on répète ce qu'on avait dit au début, une fois qu'une sorcière est entrée dans votre vie, elle n'en ressort jamais. On arrive donc à la 5e scène, l'arrivée des sorcières à l'hôtel. Gatsby et sa grand-mère arrivent à l'hôtel où ils obtiennent la chambre 766. La grand-mère, entre autres qualités, est une experte en numérologie et elle dit à Gatsby que ce nombre annonce de grands malheurs. Alors, je ne sais pas ce que vous auriez fait à la place de la grand-mère. Personnellement, j'aurais soit demandé à changer de chambre, soit changer d'hôtel complètement, mais peu importe. Et vous ne devinerez jamais qui obtient ensuite la chambre 666. Donc, je lève le suspense, il est insoutenable. Quelques instants après que Gatsby et sa grand-mère aient quitté le hall pour rejoindre leur fameuse chambre 766, la grande sorcière en chef, donc Anataway, arrive avec ses amies sorcières. Bon, on ne sait pas encore à ce moment-là quelles sont des sorcières, désolée d'avoir complètement divulgaché le suspense, mais... en vrai, elles font déjà assez peur en tant qu'humaines. Elles ont un sourire qui s'étend au niveau de leurs joues, comme si c'était une cicatrice. Et Anataway, son regard, il fait vraiment très peur, notamment au monsieur qui l'accueille à ce moment. Et les autres sorcières, quant à elles, ont l'air d'être des clones dénués de volonté propre qui la suivent, ce qui est différemment flippant, mais flippant quand même. Et Anataway est accompagnée de son familier, le chat noir, Hadès. Donc, on comprend très rapidement que c'est elle, la chef de la secte. Donc, effectivement, quand elle arrive à l'hôtel, on nous apprend que les chats sont interdits, mais elle insiste auprès du directeur pour garder son chat et on a l'impression que
on écoute à chaque fois ce qu'elle nous dit en fait, quand on n'arrive pas à lui refuser quoi que ce soit. Donc ça rejoint un petit peu le côté flippant. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que lorsque le directeur lui dit que les chats sont interdits, il lui dit que les chats permettront à toutes et à tous de se débarrasser des nuisibles. Ce qui est encore une préparation paiement, puisque qu'apprenons-nous juste après? Oui, donc on arrive à la scène suivante. Gatsby décide... Alors, on n'avait pas dit qu'il avait eu une petite souris. Donc sa mamie lui avait offert une souris pour lui redonner le sourire, qu'il appelait Daisy. Arrivé à l'hôtel, donc, il décide d'aller la dresser et il croise un enfant qui s'appelle Bruno. Alors, Bruno, c'est un petit garçon qui adore manger des chocolats. C'est assez grossophobe et c'est le même topos qu'on retrouve dans Charlie et la chocolaterie, je crois. Donc, c'est des choses qui changent pas vraiment. Donc, la seule chose qu'on sait de lui, c'est que il adore les chocolats. Il n'a pas de personnalité, on ne connaît pas sa famille, mais il aime les chocolats. Et il est de mauvaise humeur quand il n'a pas de chocolat. Bruno dit à Gatsby qu'il a rendez-vous avec une grande dame à 12h30 et que cette dame lui avait promis, encore une fois, plein de chocolat. Nous, on ne comprend pas tant en tant que spectateur pourquoi Bruno raconte cette anecdote à Gatsby, mais soit. Gatsby se rend dans une grande salle dans laquelle il a prévu de dresser sa souris et il est impressionné par la grandeur de cette salle. On se croirait presque dans Bridgerton. J'adore Bridgerton. Tout d'un coup, il entend du bruit, alors il décide de se cacher sous la scène, je crois. Donc, par un petit trou, il voit arriver plein de femmes bien coiffées, toutes belles, très impressionnantes. Ça ressemble un petit peu, tu l'avais relevé, à une marche militaire. Elles ont un pas martial et on entend le bruit de leurs bottes. Gatsby comprend très rapidement qu'il s'agit de la grande sorcière parce qu'il l'a reconnue. Moi, je suis un peu en train d'avoir peur parce que je me dis qu'on n'a pas vérifié avant de commencer ce qui se cachait sous la scène entre des enfants ou des sorcières. Franchement. Donc, effectivement, les sorcières arrivent et donc entre le côté marche militaire et l'accent de la sorcière, en termes de sous-titres, on n'est pas dans quelque chose de très subtil. Et c'est alors qu'on assiste à une scène de reveal digne de Drag Race France. Big up à Nicky Doll et à Kid Ismail. Donc c'est un reveal qui, pour le coup, n'est pas très artistique, mais plutôt militaire. Et c'est la grande sorcière qui va ordonner un effeuillage progressif. Donc tout d'abord, elle demande, alors pour l'ordre, je ne suis plus très sûre, mais pour que vous ayez tous les éléments, tout d'abord, on a les perruques qui tombent, qui révèlent, comme l'avait annoncé la grand-mère, des crânes qui, non seulement n'ont pas de cheveux, mais qui, en plus, font peur. On a des sortes de pustules, je dirais, sur le crâne. Vous l'avez vu dans la bande-annonce tout à l'heure. Et en réalité, non seulement ça fait peur, mais ça m'a aussi fait penser au fait que pendant les chasses aux sorcières, historiquement, les sorcières étaient complètement rasées avant qu'on les torture pour trouver la marque du diable sur leur corps. Dans le film, on découvre aussi leurs mains, donc selon la description que tu as évoquée à travers des polémiques. Elles n'ont qu'un orteil qui est crochu, qui fait très peur, et la bouche que j'évoquais tout à l'heure avec le sourire qui faisait peur se transforme en bouche immense, avec des dents qui elles aussi sont immenses, c'est très pointu, et ça va évoquer là encore le côté cannibale. Et ça m'a aussi fait penser au film Venom. Si vous ne visualisez pas tout à fait les sorcières, c'est vraiment presque la même bouche qui apparaît et qui donne un côté très monstrueux à l'écran à ces sorcières très rapidement. Donc, la grande sorcière entame son discours. On comprend très rapidement qu'elle a un projet. Se débarrasser de tous les enfants parce que ce sont des nuisibles. Alors, elle raconte d'ailleurs que lorsqu'elle se lève le matin de son hôtel et qu'elle regarde par la fenêtre, la première chose qu'elle voit, ce sont des enfants qui jouent et ça, c'est inadmissible. Elle a donc confectionné une potion qui transformera les enfants en souris. Elle explique le concept à ses consoeurs qui, folles de joie, admirent son génie. Le but est d'acheter des confiseries pour écouler le stock de potions à travers les bonbons. Pour démontrer l'efficacité de son plan, elle a donné rendez-vous à un garçon, souvenez-vous, Bruno qui aimait le chocolat. 1 minute avant son arrivée, elles remettent leur costume de femme.
Gatsby observe la scène, terrorisé, avec Daisy, sa souris, à ses côtés. Bruno rejoint le coven, pressé de recevoir les 6 tablettes de chocolat. Il demande très rapidement à la grandissime sorcière où sont mes tablettes de chocolat. Elle lui donne, et 1 seconde plus tard, il est métamorphosé en souris. Il tente de s'enfuir, mais il n'y parvient pas, vu qu'il vient d'être transformé. Daisy, on apprendra plus tard que c'est une jeune fille, c'est une enfant également, elle reste dans le Caire en allant le sauver. Bruno et Daisy rejoignent Gatsby. Gatsby est découvert par la grandissime sorcière et il est lui ici transformé en souris. Oui, c'est une scène qui fait assez peur, je pense, surtout pour un public enfant. Les sorcières sont vraiment effrayantes, on ne l'a pas encore évoqué, mais la grande sorcière lévite à plusieurs reprises dans la salle et elle sent à plusieurs moments, notamment quand il bouge, l'odeur de Gatsby, ce qui tout de suite va instaurer un climat de peur progressif jusqu'au moment où elle le découvre, sachant que Gatsby, avant d'être découvert, assiste également à un moment où la grande sorcière va foudroyer une de ses consoeurs qui n'était pas d'accord avec elle. Donc elle est vraiment présentée comme une méchante très puissante. Et donc, une fois qu'elle a trouvé Gatsby, elle le fait sortir de sous la scène et elle le métamorphose immédiatement en souris. Et on s'arrête là pour l'histoire. Mais une dernière question, avant de passer à nos conclusions. Comment devenir un bon chasseur de sorcières? Et ne reproduisez pas ceci à la maison, s'il vous plaît. Sans raconter la fin du film, la quête qui suit la transformation de Gatsby en souris consiste à déjouer le plan des sorcières. D'après toi, comment on peut devenir un bon chasseur de sorcières? J'ai l'impression que c'est assez simple. Donc, il faut être un garçon ou un homme, avoir le complexe du sauveur et se donner pour mission de tuer toutes les sorcières à travers le monde. Il faut être motivé, courageux. Il faut être accompagné de femmes également pour avoir le soutien nécessaire et les compétences nécessaires. Et toi? J'ajouterais aux critères que tu as proposés qu'en plus, il faut être rusé et habile. Ok. Pour conclure sur le film, avant de passer à un dernier jeu, quel est ton avis sur le film? J'ai beaucoup aimé la première partie que j'ai trouvée touchante, donc autour de l'adaptation, autour du deuil. Je trouve que c'est joli la façon dont c'est montré, la façon qu'a la grand-mère d'aborder également le petit garçon qui est parfois maladroite, mais on voit bien qu'elle fait de son mieux. Ce qui m'a posé problème, effectivement, ça va être la représentation des femmes, la déshumanisation, l'animalisation. Mais je pense que tout ça vient du Malleus Maleficarum, en tout cas de ce que tu m'as raconté. Une victoire que tu le cites. Et ce que j'ai trouvé bien aussi dans ce film, donc en termes de représentation, c'était mes élèves qui l'avaient souligné, c'était chouette aussi d'avoir des personnages noirs en personnages principaux. Donc là, c'était un petit garçon qui se donnait pour mission de sauver tous les enfants. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et une dernière chose, donc sur le contexte, on l'a pas dit, mais donc le cadre du film, le film se déroule dans les années 60 à Alabama. Et donc dans les années 60, on est dans l'épicentre de la ségrégation raciale. Et j'ai trouvé quand même qu'il y avait des petits actes politiques assez timides dans le film, mais qui étaient intéressants aussi à voir. Et toi? Alors, comme toi, j'ai beaucoup aimé la première partie. Je ne répète pas ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment une partie qui m'a plu. Le moment où le film commence à me déplaire, c'est le moment où les sorcières apparaissent, ce qui est un peu dommage, étant donné que c'est quand même l'objet du film. En fait, ce qui m'a particulièrement déplu dans la représentation des sorcières, c'est qu'elles sont très caricaturales. Mais alors c'est peut-être une question de goût, mais j'ai du mal à voir l'humour dedans, et j'ai l'impression que des fois la caricature est faite de façon assez grossière. Là où d'autres œuvres le font de façon un peu plus subtile. Vu qu'il a été cité tout à l'heure, je me permets une digression sur Terry Pratchett, qui, dans les Annales du Disque Monde, a des sorcières qui sont vraiment incroyables, notamment Mémé Cire du Temps, qui est une sorcière qui est très caricaturale par plusieurs aspects, mais elle n'est jamais moquée pour autant, elle n'est jamais ridicule, et en plus son super pouvoir, c'est quand même de regarder les gens droit dans les yeux et de les faire changer d'avis.
ce qui est quand même assez pratique comme pouvoir, on ne va pas se mentir. Pour revenir sur le film, en termes de rythme, en réalité, moi je me suis un peu ennuyée. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant le film. Alors, je n'ai pas les capacités en cinéma pour vous expliquer vraiment ce qui m'a gêné dans le montage du film, mais en tout cas, ça ne m'a vraiment pas parlé. Et pour le reste, bon, j'ai quand même trouvé que Octavia Spencer, qui incarne la grand-mère, joue très bien. Les enfants jouent assez bien aussi, ce qui n'est pas toujours le cas dans des films qui s'adressent à des enfants. Un enfant qui joue bien. Un enfant qui joue bien. Bruno, il joue pas mal quand même. C'est des souris. Oui, après, ils sont souris tous, mais Ah oui. au moment où ils sont des enfants, Les je deux trouve que enfants. les deux enfants jouent bien. C'est vrai. Et pour terminer, ce qui me gêne, mais c'est pas lié uniquement au film, c'est un peu le trope qu'on retrouve dans plusieurs œuvres de fantasy d'un enfant ou d'un groupe d'enfants qui doit sauver le monde. Et je trouve qu'en termes de représentation, on peut peut-être attendre d'autres choses pour un public enfant. Mais ce sera un débat pour une autre fois. Alors, pour terminer, nous vous sollicitons à nouveau puisque nous avons préparé un autre jeu. Pour terminer, un jeu en 2 étapes qui s'appelle, c'est très original et ça vous permettra de comprendre immédiatement le jeu, sorcière ou pas sorcière. On a recueilli 6 portraits au total, il me semble, 6 portraits de sorcières de la pop culture. On va vous lire leurs portraits. Vous devrez voter le plus fort possible pour que vous l'entendiez au podcast, s'il vous plaît, sans vouloir vous forcer. Vous devrez voter en criant « sorcière » ou « pas sorcière ». Et deuxième étape, pour terminer sur le portrait, révéler le nom de la sorcière, si vous l'avez trouvé. Est-ce que c'est clair niveau consigne du jeu? Alors, Nadia, le premier portrait. Alors, elle est belle en apparence, masque parfait, poison, transformation. Elle a un miroir à qui elle pose des questions existentielles. Sorcière ou pas sorcière? Ah, alors c'est qui? Exactement. Encore. Alors, sorcière ratée dans le roman, elle est une sorcière stylée dans l'adaptation en film. Elle n'hésite pas à pousser la chansonnette pour parler amour ou politique. Elle connaît quelques différends avec sa meilleure amie, mais à la fin de la journée, elle lui prouvera son amour. Sorcière ou pas sorcière? On n'a pas entendu. Sorcière, et c'est pas Glinda. Elphaba. Mais ça aurait pu être Glinda, effectivement. Troisième portrait. Donc, elle dirige dans l'ombre depuis des années. Elle déteste les enfants des autres. Elle sourit en public et manigance avec des types louches. Il lui arrive de faire exploser des églises. On dit d'elle qu'elle est très proche de son frère. Sorcière ou pas sorcière? Alors, c'est qui? Cersei Lannister. Très bien, bravo. Quatrième portrait. Magicienne puissante, souvent incomprise, marginalisée par la société, elle porte des robes noires, elle a des yeux violets, elle n'a pas d'enfant et le vit mal. Sorcière ou pas sorcière? Sorcière, et c'est Yennefer, tout à fait, dans The Witcher. Alors, avant-dernier portrait. Elle est allergique à la couleur. Elle est aigrie. Elle boit des quadruples expresso, ce que moi-même je ne tente pas. Elle aime les enquêtes. Sorcière ou pas sorcière? Alors? Bravo. Mercredi Bravo. Adams. Dernier portrait. Elle fume le cigare, elle a un super placard, elle élève seule son petit-fils, et elle connaît les sorcières mieux que personne. Sorcière ou pas sorcière? Pas sorcière, et c'est la grand-mère. Vous avez bien Bravo. suivi, bravo. Bravo. Alors, je m'en mêle les pieds, pardon. Nous en avons fini avec Sacrée sorcière. Merci beaucoup Nadia d'être venue discuter du film avec moi. Merci au festival et à l'organisation pour votre accueil et merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et de vous être prêtés à nos différents jeux. À bientôt, en tout cas, on l'espère. Merci. Merci.